Jeffrey Epstein est arrêté et inculpé par un grand jury d'État en Floride. Mais malgré la montagne de preuves, et on parle quand même de photos et de caméras cachées dans la maison pour filmer les massages, le procureur de l'époque, Barry Krischer, choisit de présenter l'affaire devant le grand jury sous un angle beaucoup plus léger. Il ne retient qu'un seul chef d'accusation, la sollicitation de prostitution. Ça veut dire qu'il réduit l'ensemble des faits à une infraction mineure, celle d'avoir proposé de payer pour des relations sexuelles entre adultes, sans jamais mentionner explicitement que les victimes étaient mineures, ni que les actes étaient non consentis, ni qu'il y avait un réseau organisé de recrutement. Pour éviter un procès fédéral qui pourrait entraîner une peine de prison beaucoup plus lourde, voire plusieurs décennies d'incarcération, Jeffrey Epstein choisit de conclure un accord en plaidant coupable. Il n'est condamné qu'à seulement 18 mois de prison et sera libéré sous caution après seulement 13 mois, comme si rien ne s'était passé. Après son arrestation, Leslie Wexner coupe les ponts et le retire de la gestion de ses finances. À cette époque, il déclare tomber des nues en découvrant que des sommes importantes ont été transférées par Jeffrey lui-même sans son autorisation. Les sommes en jeu sont estimées, attention, à plus de 46 millions de dollars. Mais il le répète, il ignorait totalement les activités de son conseiller. Une version difficile à croire quand on sait que pendant près de 15 ans, tous les deux ont entretenu une relation professionnelle inhabituelle à ce niveau de fortune. Mais aussi que dans un message adressé par Epstein lui-même à Leslie Wexner, il laisse entendre qu'il détient des informations que ce dernier ne souhaiterait pas voir rendues publiques. Virginia Giuffre elle-même a confié avoir été en contact avec l'entourage de Leslie Wexner. C'est à se demander si Epstein ne détenait pas des informations compromettantes sur son client et, surtout, est-ce que tout ça aurait un lien avec son incarcération éclair. Au fil des années, son patrimoine immobilier s'étend considérablement. Il possède un hôtel particulier à Manhattan, une propriété à Palm Beach, un immense ranch au Nouveau-Mexique et même une île privée dans les Caraïbes, Little St. James. Cette dernière deviendra d'ailleurs tristement célèbre. Parce qu'en 2019, l'affaire des abus de 2005 à 2008 est rouverte par le bureau du procureur fédéral de Manhattan. Elle fait suite à une enquête réalisée par la journaliste Julie Brown du Miami Herald et qui publie en novembre 2018 la série Perversion de la justice. Sur la base de nouveaux témoignages à la suite de l'affaire Weinstein et du début du mouvement #MeToo, elle explique que l'accord conclu en 2008 a été négocié de manière confidentielle sans que les victimes en soient informées à l'époque et qu'il empêchait les autorités fédérales de poursuivre non seulement Jeffrey Epstein, mais aussi toute personne susceptible d'avoir participé aux faits décrits dans le dossier. L'article devient viral et met une pression énorme sur le département de la justice. Des femmes qui n'avaient pas témoigné en 2005 et 2008 ou dont les plaintes avaient été ignorées commencent enfin à parler publiquement. En juillet 2019, Jeffrey Epstein est donc de nouveau arrêté pour les mêmes faits, en plus d'avoir agi avec son cercle d'amis, souvent des hommes haut placés. Pendant son incarcération et dans l'attente de son procès, sa maison de Manhattan est perquisitionnée, des milliers de photos compromettantes sont retrouvées. Le 10 juillet 2019, et alors qu'il comparaît devant le juge fédéral Richard Berman, Jeffrey Epstein plaide non coupable des accusations portées contre lui. Dans la foulée, ses avocats déposent une demande de libération sous caution, mais cette dernière est rejetée. Il restera en prison jusqu'à son procès, qui n'aura jamais lieu. Parce que le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé inconscient dans sa cellule. Les secours tentent de le réanimer sans succès. Pour vous l'expliquer sans me faire encore une fois striker ma vidéo par YouTube, puisqu'apparemment on ne peut absolument pas prononcer les termes tels qu'ils sont, il est mort tout seul. Voilà. Si vous avez compris ce que je veux dire. Le médecin légiste de la ville de New York retient officiellement d'ailleurs cette cause de décès. Mais, à y regarder de plus près, tout ne s'est peut-être pas passé comme on a bien voulu nous le faire croire. Des caméras de surveillance auraient dû enregistrer les abords de sa cellule et les couloirs. Or, comme par hasard, celle située à proximité ne fonctionnait pas correctement cette nuit-là. Plus troublant encore, les rondes de surveillance prévues toutes les 30 minutes, conformément au protocole du centre correctionnel, n'ont pas été effectuées. Pourtant, les deux surveillants pénitentiaires en service cette nuit-là, Tova Noel et Michael Thomas, ont déclaré les avoir réalisés. Tous les deux seront inculpés en novembre 2019 pour falsification de documents officiels et complot visant à falsifier des registres. Ils plaident non coupables, mais acceptent tout de même un accord. En échange de 100 heures de travaux d'intérêt général et de leur coopération avec le département de la justice, les charges sont abandonnées
en 2021. Ça veut dire que dans cet établissement fédéral, où les détenus sont sous surveillance renforcée, plusieurs dispositifs indispensables et indépendants les uns des autres n'ont pas fonctionné cette nuit-là en particulier. Et vous savez quoi? Eh bien le dossier, il est tout simplement classé.